18 heures. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Astronomer at Home, un astronome à la maison et pas n'importe lequel et non des moindres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Mathieu Barthélémy. Bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, on va passer 1 heure ensemble à discuter de plein de choses, mais juste avant qu'on discute ensemble, je voudrais aussi bien sûr dire bonjour à ma comparse de toujours. Bonjour Camille. Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu, bonjour Pierre. Je pense qu'il nous faudrait un jingle pour commencer. Quand t'as fait, il est 18 h, moi j'imagine un truc, c'est façon radio, Enfin, je pense qu'il faudrait trouver quelque chose comme ça. Peut-être pour la prochaine édition du confinement. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Donc, comme d'habitude, vous allez pouvoir poser vos questions. Vous pouvez les écrire en commentaire sur le thème que Mathieu va vous présenter dans quelques instants. Essayez de ne pas trop en dériver, comme d'habitude. Les questions dont on ne doit pas prononcer le nom restent actives aujourd'hui, parce qu'on ne va pas du tout parler de ce sujet-là. Pour ceux qui nous suivent, vous savez de quoi je parle. Mettez votre prénom et votre âge en commentaire si vous posez des questions et que vous voulez être sûr que Mathieu s'adapte bien à votre niveau, surtout si vous êtes un enfant. Mais ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Vous avez droit à votre anonymat. Et ben voilà, on commence du coup. Mathieu, je vais déjà te présenter. Donc tu es astrophysicien à l'université de Grenoble. Ouais, tu n'es pas très loin de nous. Tu es enseignant-chercheur, donc tu fais de l'enseignement, de la recherche, mais tu as aussi un autre poste, c'est que tu es directeur du Centre spatial universitaire de Grenoble. Donc Grenoble a un centre spatial. Alors comme j'ai jamais vu de fusée décoller depuis Grenoble, qu'est-ce qui se passe dans ce centre spatial? Qu'est-ce que tu diriges? Alors, effectivement, on ne fait pas décoller les fusées depuis Grenoble. Ça manque de place. Ça manque de place. Alors, ouais, ça manque de place. Il faut pas mal de place pour faire décoller une fusée. Et puis, il y a des pas de tir un peu partout dans le monde. Alors, nous, ce qu'on fait au centre spatial à Grenoble, c'est qu'on fait des instruments pour des satellites. Et notamment pour des tout petits satellites qu'on appelle des CubeSats. Pour donner une idée, ce sont des satellites qui vont faire à peu près la taille d'une brique de lait. Ces tout petits satellites, ben voilà, ils ont plein de rôles. On en a un d'ailleurs qui va partir prochainement. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la nuit du 18 au 19 juin. Il va partir, il va décoller sur une fusée à Kourou. Donc vous voyez, c'est pas depuis Grenoble. Mhm. Ce satellite va étudier les aurores boréales. Alors, c'est le premier qui est lancé par le Centre spatial de Grenoble. Et pourquoi ce satellite va étudier les aurores boréales? Je dirais avant tout parce que c'est mon sujet de recherche, parce que ça fait partie d'un domaine qui est vraiment extrêmement intéressant, qu'on appelle la météorologie de l'espace. C'est-à-dire qu'on va voir dans les discussions que les aurores boréales sont une manifestation de l'activité solaire dans la très haute atmosphère. Et donc voilà, on va lancer un satellite qui va étudier les aurores boréales depuis le haut. C'est intéressant parce que lorsqu'on étudie les aurores boréales depuis le haut, depuis le bas par exemple, depuis le sol, si par exemple là en ce moment vous allez en Norvège, eh bien vous ne verrez pas d'aurore boréale parce qu'il fait jour. Et donc voilà, il faut comment dire, les étudier depuis le haut parce qu'on peut avoir une étude continue, une étude en permanence, et ça c'est important pour ce qu'on veut faire, c'est-à-dire de la météo de l'espace. D'accord. On a d'ailleurs une personne qui nous suit activement qui est INS Vidéo ici dans le chat, qui lui-même habite en Norvège et dans la Norvège septentrionale et qui actuellement confirme effectivement qu'en ce moment il fait jour tout le temps et qu'on ne voit pas d'aurore. Et oui, effectivement. Donc nous, quand on y va, alors c'est vrai que je vois que c'est quand même une bonne excuse pour aller dans les C'est pays sûr. scandinaves. Je suis assez d'accord. On y va d'ailleurs assez souvent. Il y a quand même besoin de faire des études depuis le sol. On ne peut pas tout faire depuis l'espace. C'est quand même important.
vous imaginez bien que dans ces petits satellites, on peut mettre des petits instruments. Donc, pour certaines études, il faut des gros instruments, des instruments qui prennent beaucoup de place. Et donc, ça, il faut le faire depuis le sol. Alors, effectivement, là, sur la photo, c'est une photo qui a été prise il y a quelques années. On est pas très loin de Tromsø, en Norvège, dans un petit village qui s'appelle Skibotn, Skibotn, pour si vous voulez le retrouver sur une carte. Et on va en général une fois par an pendant 15 jours faire des études pour tester nos instruments, tester les instruments qui vont partir dans les satellites ensuite. Et voilà, donc on y va. Et là, c'était effectivement un moment où on a pu faire des études. Vous voyez une belle aurore derrière moi. Vous voyez aussi des nuages. Et effectivement, un des problèmes qu'on a lorsqu'on les étudie depuis le sol, c'est que de temps en temps il y a des nuages et on peut rien faire. Donc dans ce cas-là, on joue à la belote dans l'observatoire. On a voilà le genre de spectacle absolument somptueux que un jour ou un soir où tu as de la chance, tu peux éventuellement regarder dans le ciel. Ouais, complètement, c'est vraiment ça. Alors là en plus, alors c'est vrai que c'est une très très belle image. C'est une image qui a été prise au même observatoire par une étudiante, non, par un collègue du centre spatial. Donc là, on était là-bas. On testait justement un instrument. Qui va partir. Alors c'est pas celui qui va partir au mois de juin. C'était un autre qui va partir en 2022, qui s'appelle ATIS. Et on était là-bas pour tester cet instrument. On a pu faire aussi d'autres manips. Et effectivement, on a vu des très très belles aurores. Alors, ce qu'on voit pas sur la photo, et ce qui est quand même très très impressionnant quand on est là-bas, c'est que ça bouge. En fait. C'est que les aurores sont dynamiques, elles bougent très très vite. Quand c'est actif, on voit vraiment ça bouger. On voit même des ondes se propager dans les aurores, et ça en fait un spectacle magique. D'autant plus que voilà, on est souvent dans un endroit froid, isolé, etc. Alors sur cette nouvelle image là, c'est pris la même nuit. Il y a donc les aurores sont généralement vertes. La couleur qu'on voit le plus, c'est le vert. Et vous voyez sur cette image là, plutôt sur la droite en diagonale, un petit liseré violet. Alors on a Giffereux qui demande quelles sont les causes des différentes couleurs dans le chat. Alors en fait c'est ça, c'est-à-dire que ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend surtout du gaz qui réagit. Alors en fait, les aurores sont dues à des particules qui proviennent du vent solaire, qui arrivent dans la bulle magnétique de la Terre, ce qu'on appelle la magnétosphère, et ensuite qui vont, après un voyage dans la magnétosphère assez complexe, précipiter dans l'atmosphère autour des pôles. Donc voilà, là on voit une image de la magnétosphère, et elles vont précipiter autour des pôles, du pôle nord et du pôle sud. Et en arrivant dans l'atmosphère, en fait, elles viennent, on pourrait dire, taper sur le gaz de l'atmosphère. Donc, elles viennent cogner le gaz atmosphérique. Et ce qu'on voit, l'aurore boréale, c'est le moment où l'atmosphère qui a été excitée par ces particules se relaxe. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est la relaxation de l'atmosphère après avoir subi le choc de ces particules. Alors, ça se produit à assez haute altitude, entre 100 et 300 km. Et les différentes couleurs dépendent du gaz qui est excité et pour le coup dépendent de l'altitude à laquelle ça se produit. Et donc, vous voyez par exemple sur la photo qu'il y avait tout à l'heure avec le liseré violet, que le liseré violet est en dessous du vert. Alors, il est à peu près à 100 km d'altitude, alors que le vert est plutôt à 120-130 km d'altitude. Et au-dessus, on le voit très très rarement à l'œil nu, mais au-dessus, si on pose assez longtemps avec un appareil photo, on verra du rouge aussi. Et donc voilà. Et alors ces particules, ce sont essentiellement des électrons. Il y a parfois des protons, mais voilà, ce sont essentiellement des électrons qui viennent comme ça taper l'atmosphère, qui viennent l'exciter, et on voit cette relaxation. Alors c'est un phénomène qui est très dynamique, qui est extrêmement rapide, et donc c'est pour ça que ça bouge en fait. Voilà, c'est pour ça que ça bouge, parce que ce flux de particules, il est extrêmement variable. Ouais, il n'est pas uniforme, il est irrégulier, il change dans l'espace et dans le temps. Ouais, exactement. Il est extrêmement irrégulier, il est variable. C'est pour ça. Alors, en fait, on est sur des systèmes. Donc, c'est le champ magnétique en fait qui conduit ces particules. On pourrait dire que
les particules s'enroulent autour du champ magnétique. Voilà, elles font une espèce de trajet comme ça en venant précipiter dans l'atmosphère. Et alors, ça crée ces formes de rideaux, en fait. Et on voit des espèces de rideaux qui bougent comme ça, comme si vous agitiez des voilages devant votre fenêtre. Et voilà, ce sont ces rideaux-là qui vont créer l'aurore boréale. Donc, Alors, si on voulait parler, je dirais stricto sensu, il faudrait dire une aurore polaire, parce qu'il y en a aussi dans l'hémisphère sud, et les aurores boréales ne se réfèrent qu'aux aurores dans l'hémisphère nord, en fait. Alors, c'est les premières qui ont été décrites, parce que les zones où il y a des aurores boréales dans l'hémisphère nord sont habitées depuis longtemps, hein, le nord de la Norvège, le Groenland, le nord du Canada, ou le nord de la Russie. Dans le sud, il y a moins de monde. Donc, c'est pour ça qu'on a d'abord parlé d'aurores boréales. Alors, en fait, ces aurores boréales, elles se produisent sur un espèce d'ovale qui fait le tour de la Terre autour du pôle magnétique, en fait. Donc, c'est légèrement décalé par rapport au pôle géographique, ce qui fait qu'elles sont un petit peu plus au sud au Canada que côté Russie. D'accord. Camille, du coup, là, on a plein de questions qui ont commencé à se poser. Dis-nous tout. On va commencer par Ulysse, qui a 10 ans, qui te demande pourquoi tu as choisi ce métier. Et je pense que dans la question, il y avait aussi pourquoi tu as choisi ce domaine de l'astronomie. Alors, j'ai toujours aimé la physique. Ça a toujours été mon domaine de prédilection. Et en fait, on va dire que c'est la coïncidence entre deux passions. Quand j'étais gamin, je voulais faire de la météo. De la météo. J'ai toujours été fasciné par les phénomènes climatiques. Et j'ai toujours aimé aussi le froid. J'aime bien faire de la montagne. J'aime bien les pays nordiques. Et donc quelque part dans mes études, donc j'ai fait un bac. Alors à l'époque c'était un bac C. Maintenant ça s'appellerait un bac scientifique, enfin un bac S. Ensuite, j'ai été à l'université, j'ai fait des études de physique et de maths. Et j'ai eu la chance de pouvoir choisir un domaine qui correspondait à ces passions-là, qui liait en fait, alors le côté pays du Nord, qui liait aussi un petit peu, alors c'est presque juste terminologique parce que c'est pas vraiment de la météo, même si on parle de météo de l'espace. Mais voilà, j'ai réussi à lier des études liées à l'atmosphère, alors là c'est la haute atmosphère, et des études qui se produisaient pas mal dans les pays du Nord, et donc j'ai réussi à faire ce lien, et c'est honnêtement une grande chance de pouvoir travailler dans ces domaines-là. D'accord. Alors j'ai d'autres questions, bien sûr. Dis-nous tout. Alors, j'ai une notification Discord qui se met bien sûr devant le chat, c'est pratique. Alors, la question, c'est celle de Nina Clément, qui a 6 ans. Peut-on voir des aurores boréales ailleurs que sur notre Terre-mère ? Alors oui. En fait, on peut voir des aurores boréales sur beaucoup de planètes dans le système solaire. Alors en fait, il faut 2 ingrédients pour avoir des aurores boréales. Ça, c'est important. Il faut une atmosphère, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les particules viennent taper sur l'atmosphère. S'il n'y a pas d'atmosphère, elles vont rien avoir elles vont pas avoir de gaz à exciter, donc il n'y aura pas ces émissions lumineuses. Et puis, ces particules, elles sont conduites autour des pôles par le champ magnétique de la Terre. Vous savez que la Terre, en fait, on peut la comparer à un très très gros aimant. Et donc, pour qu'il puisse y avoir des aurores boréales, il faut qu'il y ait aussi un champ magnétique. Donc ça, ce sont les 2 composantes importantes. Il faut un champ magnétique et une atmosphère. Alors, si on prend les planètes une par une, Mercure, il y a un champ magnétique, mais il n'y a pas d'atmosphère. Alors, il y a quelque chose qui ressemble, mais on ne le verra jamais à l'œil nu si on était sur Mercure. Donc, on ne peut pas vraiment dire. Bon, voilà, c'est ambigu. Sur Vénus, il y a une atmosphère très dense, mais il n'y a pas de champ magnétique. Et donc, il n'y a pas d'aurore boréale sur Vénus. Sur la Terre, on a vu. Alors, je vais laisser Mars de côté parce que Mars, c'est un cas très compliqué. Après, il y a Jupiter. Alors, Jupiter, c'est bien parce qu'il y a une atmosphère très dense, on dit que c'est une planète gazeuse, et en plus, il y a un champ magnétique très fort. Donc, il y a des aurores boréales sur Jupiter. Par contre, elles sont un petit peu différentes de celles de la Terre parce qu'elles ne se produisent pas dans la lumière visible habituelle. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Elles se produisent essentiellement dans des lumières qu'on appelle les lumières ultraviolettes. Alors, Pierre, il y avait une photo, mais oui, en fait, la photo des aurores de Jupiter, elle est prise
en lumière ultraviolette, c'est-à-dire des lumières qu'on voit pas à l'œil nu. Et il faut des instruments particuliers pour les voir. Et donc là, c'est pas les vraies couleurs. Voilà, sur la photo, ce sont pas les vraies couleurs. Mais oui, il y a des aurores boréales, des aurores polaires sur Jupiter. C'est aussi le cas de Saturne et d'Uranus et Neptune. Donc en fait, il y a aussi des aurores sur Uranus et Neptune. Alors, il y a quelques années même, en fait, les aurores d'Uranus et Neptune, c'est des planètes qui sont lointaines. Elles ont été découvertes par la sonde Voyager 2 dans les années 80. Et on a au début des années 2010, en 2011, on a, avec des collègues de Meudon, essayé de les redétecter sur Uranus avec Hubble. Et puis, bon, au début, ça marchait pas. On n'arrivait pas à les voir. Alors, on a une idée, on s'est dit, on va suivre une éruption solaire, parce que c'est lié aux éruptions solaires. On va suivre une éruption solaire. On va essayer de calculer quand est-ce qu'elle va passer près d'Uranus. Et puis, on va déclencher les observations juste au moment où elle est censée passer près d'Uranus. Alors, on va prendre un peu de marge, on va prendre un peu avant, un peu après. Ça nous permettra de comparer en plus. Et donc, on a fait ça. Et on a pu détecter des aurores sur Uranus grâce à Hubble. C'était un très très beau résultat. Et elles sont dans l'UV aussi. Alors maintenant, une question qui se pose, c'est depuis 1995, on a découvert énormément de planètes en dehors du système solaire, ce qu'on appelle les exoplanètes. C'est est-ce qu'il y a des aurores sur les exoplanètes? Alors, honnêtement, ça n'a pas été encore détecté, donc on ne sait pas, mais il y a toutes les chances que ça se produise. D'une manière ou d'une autre, il y a toutes les chances que ça se produise. Donc il faut un champ magnétique, il faut une atmosphère, et puis il faut une étoile qui est capable de faire des éruptions. Donc voilà, peut-être qu'il y a des très très belles aurores boréales, des très très belles aurores polaires sur certaines exoplanètes. On peut avoir des couleurs tellement variables que ça dépend du gaz atmosphérique. Alors je vais revenir sur le cas de Mars, parce que Mars c'est un petit peu particulier. Vous savez peut-être que Mars a eu, à un moment donné, un champ magnétique. Mais que ce champ magnétique s'est éteint, mais il en est resté, on va dire, un petit peu. Il y a une partie du champ magnétique qui est gelée dans la croûte, comme si les éléments de la croûte de Mars, à certains endroits, étaient des petits aimants. Et donc, on voit dans certaines zones géographiques de Mars, un champ magnétique. Et il y a une sonde, Mars Express, dans les années 2000, qui a étudié si on ne pouvait pas voir des aurores boréales autour de Mars, au moins dans les zones où il y a le champ magnétique. Et il y a un instrument, une caméra qui s'appelait SPICAM, qui est une caméra dans l'UV encore, et qui a permis de détecter des aurores boréales ou quelque chose d'équivalent sur Mars. Donc on peut dire que oui, sur Mars, il y a des aurores boréales aussi. Donc vous voyez, finalement, c'est quand même presque un cas général, parce que finalement, il y a beaucoup de planètes qui ont à la fois une atmosphère et un champ magnétique, même si ça peut être un peu particulier. Alors, je vois une image de ma veine qui apparaît, effectivement. Alors, c'est des choses qui se produisent plutôt dans l'hémisphère sud, là où il y a le champ magnétique, justement, de Mars. Donc, voilà, on a des aurores boréales sur beaucoup de planètes. Oui, c'est vraiment quelque chose d'important. Et la grande question, c'est est-ce qu'il y en a sur les exoplanètes? Alors, j'ai d'autres grandes questions pour toi. Je t'en ai gardé plusieurs. La suivante, c'est une question par deux personnes. Donc, Tracker d'Aurore et également Ulysse, comme tout à l'heure, qui te demandent des précisions sur le moment où se produisent les aurores. Et donc, on a Tracker d'Aurore, son nom semble indiquer que c'est une personne qui s'y intéresse, en tout cas, te pose la question, pourquoi les aurores sont plus intenses au moment des équinoxes? Alors ça, je ne savais pas. Est-ce que c'est vrai? Puis, si c'est vrai, pourquoi? Et puis, Ulysse qui te demande, est-ce que les aurores boréales sont en partie provoquées par des éruptions solaires spécifiques, puissantes, etc. Donc, tu peux répondre à la question pour Uranus déjà. Ouais. Alors, en fait, il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a des légers éléments de saisonnalité parce que l'orbite de la Terre n'est pas tout à fait circulaire et puis la configuration magnétique peut varier. Mais c'est quand même pas très, très marquant. Pour voir des aurores, en fait, il faut y aller au moment où il fait nuit. Et ça, c'est le plus important. Donc, plutôt l'hiver classique pour nous, et puis l'hiver austral si on va les observer au sud. Ensuite, il faut qu'il fasse beau. Et ça, c'est quelque chose d'assez
d'assez important parce que, bien évidemment, comme ça se produit à très haute altitude, les couches nuageuses, lorsqu'on veut les observer depuis le sol, sont gênantes. Donc souvent, nous, on va dans un endroit en Norvège qui est assez sec, cet endroit, la Skibotn, parce que c'est derrière une chaîne de montagnes par rapport à l'océan. Et on essaye d'y aller à un moment où la météo, en moyenne, est un peu meilleure. Et donc, c'est plutôt fin février, début mars. Voilà, donc on essaye de faire voilà, comme ça. Et effectivement, si vous allez, par exemple, à Tromsø un jour, parce que c'est un des endroits les plus facilement accessibles pour voir des aurores boréales, il n'est pas mauvais de s'éloigner un petit peu de la côte parce que vous aurez effectivement une météo un peu meilleure. Voilà, et j'ai perdu la deuxième partie de la question. Alors, attends, excuse-moi Camille, une petite seconde, juste parce que je pense que c'est important. Si je reformule ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui pensent que les aurores sont un phénomène saisonnier, c'est-à-dire qu'on peut les voir qu'à un seul moment de l'année. Donc tu me confirmes que des aurores, ils sont produits toute l'année, 365 jours par an, de temps en temps aléatoirement, mais ce sont des conditions de nuit et de météo qui vont te permettre de les observer, mais ça ne change rien au fait que des aurores, il y en a tout le temps. Oui, il y en a tout le temps. Oui, il y en a tout le temps, et voilà, la difficulté, c'est qu'il faut qu'il fasse nuit, quoi. D'accord. Alors après, effectivement, il faut aller dans une zone bien spécifique. Donc cet ovale qui est autour qui est autour du pôle magnétique. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé la deuxième partie de la question, mais pour le coup, c'est lié. Cette zone dans laquelle il y a des aurores va avoir tendance à s'étendre si le vent solaire, si les éruptions solaires sont plus fortes. Alors là où c'est intéressant, c'est que si vous allez à Tromsø, bien évidemment, en fonction de l'activité solaire, ça va être plus ou moins fort. Il y a des jours où il se passe rien. C'est très frustrant quand on a une nuit hyper claire, etc. Ça m'est déjà arrivé et que voilà, il ne se passe rien. Et on est un peu frustré. Alors rien, malgré tout, ça veut dire rien de visible à l'œil nu. Il y a toujours quelques émissions qu'on voit dans les instruments. Ça peut être très très faible, mais voilà, quand on dit rien, c'est rien de visible à l'œil nu. Mais parfois, c'est vraiment d'un calme plat, il se passe quasiment rien. Et puis, parfois, quand l'activité solaire arrive sur Terre, il y a de l'activité, ça devient fort, ça peut devenir très fort. Bien évidemment, c'est très souvent lié aux éruptions solaires. Quand les éruptions solaires vont être plus fortes, alors à partir d'un certain seuil, on va surtout voir l'ovale s'élargir. Alors, il y a des exemples. En 2016, il y a des aurores qui ont été vues jusqu'en France. Je me souviens d'avoir eu un coup de fil dans mon bureau de journaliste me demandant en disant il y a des aurores boréales qui ont été vues en Alsace, est-ce que vous pouvez nous expliquer, etc. C'est parce qu'il y avait eu une éruption solaire très forte, en fait. Ça a tendance à s'étendre, à descendre vers le sud. Il y a un exemple extrême qui est vraiment très intéressant, c'est en 1859, il y a eu des éruptions solaires absolument faramineuses. C'est les plus fortes dans les 300 dernières années, semblerait-il. Et il y a des aurores boréales ou des aurores polaires qui ont été vues jusqu'à Cuba, par exemple, ou jusqu'à Bombay. Alors, vous imaginez que pour des gens qui ne sont pas du tout habitués, qui habitent dans des régions équatoriales ou tropicales, ça les a un peu perturbés. Il y a eu vraiment des questions là-dessus. En fait, c'était parce qu'il y avait eu des événements solaires extrêmement forts. C'est ce qu'on appelle les événements Carrington, qui nous, scientifiques, nous servent d'événements de référence. En fait. Donc c'est ce cercle vert qui est ici, qui va être plus ou moins large et plus ou moins lumineux en fonction de l'intensité du vent solaire qui arrive sur Terre. Exactement, c'est exactement ça. Ce qui fait que, en fait, on dit toujours qu'il faut aller au nord, mais finalement, on voit que si on va trop au nord, on loupe l'aurore, du coup. Il ne faut pas aller trop au nord. On verra presque rien. Alors, il y a un truc qui est très, très amusant. Normalement, quand on regarde une aurore boréale, assez classiquement, on la voit souvent apparaître au nord. C'est assez classique. Si on va au Svalbard, par exemple, qui est déjà assez fortement au nord, sur la carte qu'on voit là, c'est légèrement à l'est du Groenland, juste à la limite de l'ovale, on a tendance à voir les aurores boréales au sud. C'est-à-dire qu'il faut regarder au sud pour voir les aurores boréales, parce qu'on est
à l'intérieur de l'ovale, en fait. Donc ça, c'est vraiment un truc étonnant. La première fois que j'ai été là-bas, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris de me tourner vers le sud pour voir les aurores boréales. Et c'est vraiment quelque chose d'amusant. Donc effectivement, si vous allez sur l'île d'Ellesmere, pas loin du pôle nord magnétique, vous avez moins de chances de voir des aurores boréales que si vous allez un petit peu plus au sud, sur l'île de Baffin ou au milieu du Groenland. D'accord. Et pour aller un peu plus loin, si vous êtes pile poil au pôle Nord, vous ne pouvez regarder que vers le sud, de toute façon. C'est pas faux. Alors attention, les aurores boréales sont pas centrées sur le pôle Nord géographique, elles sont centrées sur le pôle Nord magnétique. Et ça, c'est un point qui est intéressant, et c'est pour ça que sur l'ovale qu'on voyait là, il paraît décalé par rapport au pôle Nord. C'est parce qu'en fait, il est sur le pôle Nord magnétique. Ok. Camille, je voulais juste ajouter une petite précision de culture scientifique et d'esprit critique par rapport à ce que tu disais sur les saisons et les aurores. En effet, attention, la corrélation ne veut pas forcément dire la causalité. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous regardez les aurores, c'est à l'équinoxe, ça ne veut pas dire que les deux sont liés par une cause. Ça peut être tout à fait autre chose. Aux États-Unis, on a vu que il y a une corrélation entre la consommation de chocolat et le nombre d'homicides, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça ne veut pas forcément dire que c'est lié. Donc faites attention à ça dans la vie de tous les jours aussi. Et pour les aurores, c'est pareil. J'insiste aussi là-dessus, c'est quelque chose de très important. Des corrélations idiotes, on peut en avoir des milliers. Ils traînent même, je crois, un site internet, il faudrait retrouver l'adresse, ils traînent un site internet de corrélation aberrante. Donc effectivement, corrélation n'est pas causalité, c'est vraiment quelque chose d'important. Et alors là, je vais prendre ma casquette d'enseignant. En tant qu'enseignant en sciences, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment d'exprimer aux étudiants. Faites attention aux corrélations. Il y en a qui sont idiotes. Alors, à propos de corrélation, on a Christine et Mélissa qui te demandent s'il y a des caméras qui sont corrélées avec la Station spatiale internationale. Est-ce qu'on peut voir les aurores depuis la Station spatiale internationale en live? Est-ce que c'est possible? Alors, vous trouverez sur Internet des très belles photos, voire des films, où on voit des aurores boréales qui ont été prises depuis la Station spatiale internationale. Ceci dit, elle n'est pas complètement idéale pour observer les aurores boréales. Alors pourquoi? En fait, parce que la Station spatiale internationale a une orbite qui est inclinée par rapport au plan équatorial de 52 degrés. Donc ça veut dire qu'elle monte au maximum à 52 degrés au nord et en latitude, et elle descend à 52 degrés au sud en latitude. Or, les aurores boréales ont tendance à se produire un petit peu plus au nord. Alors, comme on est très en altitude, on peut les voir quand même, mais c'est pas complètement idéal. Et alors, pour revenir sur notre satellite, sur AmicalSat, eh bien, AmicalSat, lui, va être sur une aurore polaire. C'est-à-dire qu'il va passer au-dessus des pôles de manière à être vraiment sûr de voir les aurores boréales et de les voir très souvent, même quand elles sont faibles, même quand il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc oui, il y a eu des études qui ont été faites, il y a eu des très très belles photos qui ont été prises par les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Mais nous, quand on a choisi l'orbite pour notre satellite AmicalSat, on a choisi une orbite qui est très différente, sur laquelle on essaye effectivement de voir les aurores boréales beaucoup plus souvent. Alors pour vous donner une idée, le satellite il va faire 15 à 16 orbites par jour, il met à peu près 90 minutes, un peu plus, pour faire un tour de la Terre. Et donc, il va passer 15 fois au-dessus du pôle Nord, 15 fois au-dessus du pôle Sud. Donc, on aura 30 régions où il y a des aurores par jour. Donc, normalement, on devrait pouvoir en voir pas mal quand même. Est-ce que c'est le moment de montrer à quoi il ressemble ce satellite? Oui, bien sûr, on peut montrer. Les prochaines questions sont à propos du satellite. Eh ben attends, bouge pas. Hop, le voilà. Alors effectivement, on est d'accord que c'est la petite boîte à sucre qui est à côté qui est posée sur la table. À côté de la main de la personne qui travaille là, d'ailleurs je ferai un commentaire sur la personne qui travaille là. Donc c'est cette petite boîte qui ressemble à une brique de lait, on pourrait dire. Et dans cette petite boîte, en fait, il y a un appareil photo, donc qu'on a monté avec des étudiants de l'université de Grenoble, qu'on travaille aussi avec c'est-à-dire que les transmissions radio vont être faites avec les radios amateurs. Et donc on travaille beaucoup avec la communauté des radios amateurs
Et sur la personne que vous avez vue précédemment, c'est un radioamateur qui est venu nous aider à travailler et qui était très content, qui va nous aider à travailler la radio. Et donc, voilà, ils vont pouvoir descendre les données, travailler avec nous. Donc vous faites de la science participative. Voilà, exactement. C'est extrêmement intéressant et il était très enthousiaste à venir dans la salle blanche. Donc, vous voyez, on est dans une salle blanche pour monter ce satellite. À venir dans la salle blanche pour travailler avec nous sur le satellite et en particulier sur les communications radio. Voilà. Et donc, voilà, ce satellite, il est tout petit, il a un appareil photo il va donc se mettre en orbite polaire et prendre des photos. Alors, pour vous imaginer, donc le satellite, il fait 20 cm de long par 10 cm par 10 cm. Et il y a toutes les fonctions d'un vrai satellite dedans. Donc, il y a un ordinateur de bord, il y a des antennes, il y a cet appareil photo, il y a des systèmes d'orientation parce qu'il faut bien qu'on oriente le satellite dans le sens où on veut prendre les photos, etc. Et donc voilà je dirais voilà ce qu'on va pouvoir faire. D'accord. Alors, tu avais des questions sur ce satellite, Camille? Ah oui, tout à fait, oui. Donc, il y en a une que tu as déjà partiellement répondu. C'était la question de Astrelips. Alors, je ne sais pas si j'ai son prénom. Je ne crois pas. Elle te demandait si les satellites sont géostationnaires ou s'ils peuvent être déplacés vers des zones actives, donc niveau aurore. Donc, c'est ce que tu as dit. En fait, on préfère les satellites sur orbite polaire, finalement. Oui. Parce que j'ai compris. Et puis, on a Lilian qui te demande la durée de vie de ton CubeSat dans l'espace. Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il y a une batterie à l'intérieur qui va durer un certain temps? Comment ça se passe? Alors, je vais répondre. Alors, effectivement, on n'est pas en orbite géostationnaire parce que l'orbite géostationnaire est dans le plan équatorial, ce qui n'est pas fabuleux pour étudier les aurores boréales. En plus, on est à des altitudes beaucoup plus basses que les orbites géostationnaires, qui sont à 36 000 km. Là, on va être à 500 km. Donc, c'est des orbites complètement différentes. Ensuite, donc, effectivement, le satellite va partir, il va faire 15 à 16 orbites par jour. Et on espère qu'il va fonctionner pendant 1 an. S'il fonctionne mieux, on escompte de pouvoir le faire fonctionner 3 ans au maximum. Parce que c'est compliqué quand même de le faire fonctionner au sol. Il faut gérer les antennes, il faut gérer toutes les relations justement avec les gens qui descendent les données, etc. Et donc voilà, au maximum, il fonctionnera 3 ans. Pour être franc, ce serait presque miraculeux qu'il fonctionne 3 ans. Donc déjà, si on arrive à avoir 1 an, ce sera très très bien et on aura rempli la mission nominale. Parce que sur ces petits satellites, on prend beaucoup plus de risques que sur les gros. On met des composants qui sont moins prévus pour l'espace, moins durcis aux radiations on va dire les satellites plus gros, plus habituels. Et donc on prend plus de risques et donc très probablement, il est possible qu'au bout d'un moment, au bout d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, il y ait quelque chose une dégradation liée aux radiations qui fasse qu'il y a une pièce dans l'électronique, un composant électronique qui lâche et à ce moment-là, ça fonctionnera. D'ailleurs, tu as une question de Lionel à propos de ça. Il te demande s'il y a besoin d'un gros blindage sur le satellite. Alors, on peut pas en mettre un très gros parce que le satellite est petit puis ça fait de la masse. Donc, on en a quand même mis un sur l'appareil photo, pas sur le satellite lui-même, mais sur l'appareil photo. Il y a un blindage, il y a des plaques de quelques millimètres d'aluminium. Ça diminue la dose de radiation. C'est d'ailleurs pas la seule protection qu'on met. Quand on reçoit comme ça des radiations, il y a des événements qui peuvent être assez problématiques. Et d'ailleurs, c'est des particules qui viennent du vent solaire aussi. C'est les mêmes qui créent que celles qui créent les aurores boréales. C'est pas tout à fait les mêmes énergies, mais c'est les mêmes particules. Un proton qui va arriver dans une électronique, qui peut faire un espèce de canal d'ionisation dans l'électronique et créer un court-circuit local. Et à la rigueur, détruire l'électronique parce qu'il y a un courant trop fort à un moment donné. Ce qu'on appelle des événements singuliers, single event en anglais. On protège nos électroniques en mettant des limiteurs de courant. C'est-à-dire que si jamais il y a un court-circuit et qu'il y a trop de courant qui risque de passer, il y a un limiteur de courant qui coupe et puis au moins on perd quelques données, mais au moins le système n'est pas détruit. C'est d'ailleurs pour ça que lors d'une éruption solaire dirigée vers la Terre, on a souvent plus de probabilité qu'un satellite quelconque, que des satellites tombent en panne, parce que du coup, on va avoir plus de particules qui traversent les électroniques et fatalement plus de chances qu'à un moment ou à un autre, il y en ait une qui tombe dans le mauvais composant. Voilà, exactement. Et c'est tout l'intérêt d'étudier les aurores boréales, en fait.
quand je parlais de météo de l'espace, en fait, c'est ça. C'est que ces particules, en plus de créer des aurores boréales, eh ben, elles peuvent créer des perturbations sur les satellites. Donc, effectivement, elles peuvent détruire des satellites, elles peuvent nous faire perdre des satellites parce que il y a une électronique qui a lâché, il y a une mémoire qui a lâché à cause de ces particules, etc. Il peut y avoir pas mal de choses. Et donc, nous, on étudie les aurores boréales parce que c'est un bon indicateur, c'est comme un thermomètre de ce qui se passe. Et c'est un très bon thermomètre de la quantité de particules et de l'énergie des particules qui descendent. Et donc, et ben voilà, notre objectif, en dehors de comprendre ce phénomène qui est magnifique, et ben c'est d'essayer de prévoir les perturbations que ça peut provoquer, éventuellement même de les prévoir, de les comprendre mieux pour pouvoir faire une météo au sens prévisionnel du terme. Et donc, oui, il y a des satellites. Alors, par exemple, en 2003, il y a eu une série d'éruptions solaires assez fortes qui ont été au moment d'Halloween, ça s'appelait les Halloween Storms. Et il y a des satellites qui ont été perdus à ce moment-là parce qu'il y a des électroniques qui ont été endommagées. Il y a tout un tas d'effets en fait de ces particules. Alors dans le satellite, voilà, ça peut endommager des électroniques, ça peut aussi générer des charges dans le satellite, c'est-à-dire qu'il y a une surface du satellite qui se charge, l'autre moins. Et puis à un moment, la tension entre les deux devient tellement forte que ça fait un arc de claquage, comme un orage à l'intérieur du satellite. Et là, vous imaginez que ça peut détruire un certain nombre de choses dans le satellite. Un peu comme les cheveux, l'électricité statique qu'on peut avoir. Exactement, c'est ça. Alors justement, en parlant des cheveux, l'électricité statique, c'est une question qui tombe pile poil au bon moment, décidément. À chaque fois, depuis le début, c'est comme ça. Donc, soit tu es très fort, soit le chat est très fort, soit les deux. Tout le monde est très fort. Alors, on a Anne Bod qui te demande si les aurores, du coup, sont dangereuses pour les astronautes ou les satellites. Donc, on comprend bien que c'est pas les aurores qui sont dangereuses, mais c'est plutôt les éruptions solaires. Donc, tu as dit pour les satellites, tu as expliqué en long, en large, en travers pourquoi. Mais pour les astronautes, est-ce que c'est dangereux une éruption solaire, du coup ? Bah oui, c'est des doses de. Alors, en fait, quand c'est trop fort, oui, c'est des doses de radiation qui peuvent être dangereuses, pardon. Donc, dans la Station spatiale internationale, par exemple, il y a une chambre blindée au cas où elle serait forte, de manière à ce que les astronautes à bord puissent être protégés. Oui, ça peut l'être. Alors, c'est dangereux parce que eux sont à haute altitude et sont pas protégés par l'atmosphère. Nous, l'atmosphère nous protège. Ces particules, elles s'arrêtent à 100 km, pour les plus énergétiques un petit peu plus bas, mais il est très rare qu'elles arrivent au sol. Et donc, pour les gens au sol, c'est pas dangereux. Par contre, pour ceux qui sont dans la haute atmosphère à 400 km comme l'ISS, là, oui, ça peut le devenir. En fait, c'est malgré tout une des questions d'étude, enfin un des sujets d'étude, c'est l'effet de ces particules quand elles sont très énergétiques sur l'aviation civile. Là, les doses de radiation, quand c'est très très fort, peuvent devenir importantes. Alors quand je dis c'est très très fort, je parle d'un événement Carrington qui se produit tous les 300 ans. Eh ben, on estime que là, ça pourrait commencer à devenir dangereux pour des passagers ou des équipages d'avions et qu'il faudrait faire atterrir les avions. Et donc, on essaye de prévoir et de prévoir ces événements extrêmement forts pour être en mesure de protéger ces gens. Et c'est vrai que pour l'instant, eh ben, on a du mal à faire la différence entre un événement très fort qui va se produire tous les 4-5 ans, 11 ans, etc. et un événement exceptionnel qui va se produire tous les 300 ans, voire plus, qui là peut avoir des conséquences vraiment importantes, vraiment énormes. Alors, on a aussi Gif Heureux qui te demande s'il y a des animaux qui sont perturbés par les aurores boréales. Alors, est-ce que, justement, autour du cercle auroral, il y a des espèces animales qui réagissent à ces aurores qui sont là très souvent ? Et comme tu disais, parfois, ça descend très bas vers l'équateur. C'est très rare, mais il y a 300 ans, c'est ce qui est arrivé. Les humains étaient perturbés, mais est-ce que, du coup, on a des évidences comme ça que des animaux seraient perturbés par la présence d'aurores boréales, de manière fréquente ou non ? Alors, je vais commencer la réponse en disant que je ne sais pas. Je ne sais pas si il y a des animaux qui peuvent être perturbés. Par contre, ce que je sais, c'est que ça provoque au sol un certain nombre d'effets, notamment des petites variations du champ magnétique de la Terre. Et ces petites variations ont d'ailleurs des effets qui peuvent être importants, mais sur les systèmes technologiques, notamment sur les réseaux électriques. Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des animaux qui ont des capteurs magnétiques et donc qui, notamment en termes de repérage, se repèrent par rapport au champ magnétique. Donc, si ça devient très fort et que les variations du champ magnétique deviennent très fortes, il est possible
En tout cas, on peut faire l'hypothèse qu'il peut y avoir des perturbations, mais j'en ai aucune évidence. Et effectivement, j'ai pas fait de biblio, j'ai pas regardé s'il y avait des perturbations qui avaient été observées là-dessus. Donc là, je peux pas vous le dire, mais c'est pas impossible parce qu'effectivement, il y a des effets au sol. Alors par contre, dans les effets au sol qu'on connaît bien, c'est que les variations de champs magnétiques qu'on observe au sol, eh ben, elles vont pouvoir générer dans le sol des courants, ce qu'on appelle des courants induits dans le sol, GIC, Ground Induced Current en anglais. Et eux, ces courants-là, par contre, ils ont des effets qui sont importants lorsqu'ils ont la fâcheuse tendance à se mettre dans les grands réseaux. Excuse-moi. Les pipelines ou les réseaux électriques. Voilà ce que j'allais dire. Tu parles de courant, tu parles pas de courant d'eau dans le sol. Hein. Tu parles de courant électrique. Oui, de courant électrique, oui, tout à fait. De parce que tu disais courant. Donc. Oui. Effectivement, oui, de courant électrique. Et donc, par exemple, ils vont s'ajouter au courant qui est fourni par un distributeur comme EDF ou Hydro-Québec. En s'ajoutant, ils peuvent provoquer des ruptures. Et alors, il y a eu un exemple qui est un exemple qu'on étudie beaucoup. En 1989, il y a eu une série d'éruptions solaires très fortes et donc des courants induits très forts. Et ça a surchargé très fortement un transformateur au Québec. Pour le coup, le transformateur a brûlé et tout le réseau électrique du Québec est tombé. Et donc, il y a eu une panne de courant généralisée au Québec en 1989 à cause d'une éruption solaire. Et effectivement, il y a eu des aurores boréales très très fortes en même temps. Donc pour conclure, les risques directs sur la santé sont a priori relativement négligeables. Par contre, les risques d'incidents technologiques, eux, par contre, sont pas négligeables si on a un événement assez fort. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que sur la santé, au sol, voilà, dans les avions ou dans la Station spatiale internationale, il faut faire attention. Au sol, il y a peu de risques pour la santé en direct, mais par contre, effectivement, sur nos systèmes technologiques, eh bien là, ça peut être important. Et on estime que sur un événement Carrington, alors vous imaginez, l'événement Carrington, c'est 1859. Donc il y a eu quelques perturbations. Il y a eu des perturbations sur les réseaux télégraphiques. Aux États-Unis, c'était les premiers réseaux télégraphiques. Mais maintenant, maintenant, ce serait plus la même, c'est sûr. Maintenant, ce serait plus la même chose. On pourrait perdre tous les réseaux électriques, les réseaux de communication. Et c'est marrant parce que j'y pensais pendant le confinement, pour tout vous dire, où là, les réseaux de communication étaient devenus vraiment indispensables. On a fait énormément de téléconférences, etc. Je me disais, si là, il y avait à ce moment-là la coïncidence de ce confinement avec une éruption solaire très forte qui fait sauter les réseaux électriques et les réseaux de communication, là, ça pourrait vraiment devenir très, très problématique. On pourrait plus faire cette émission. Voilà, on pourrait plus faire cette émission. Et on estime, alors, il y a effectivement la problématique des réseaux de communication, mais les réseaux électriques, ça peut être catastrophique de les perdre parce que, la gravité de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima, c'est parce qu'on a perdu le réseau électrique, parce que les groupes électrogènes étaient sous la centrale, donc ils ont pris l'eau. Mais perdre des réseaux électriques, ça peut devenir problématique et ça peut générer des incidents industriels, voire des accidents graves industriels. Donc là, les conséquences peuvent devenir vraiment importantes. D'accord. On a notre Norvégien dans le chat qui nous dit qu'une étude a montré que peut-être que les perturbations du champ magnétique de la Terre pourraient expliquer en partie les échouages de baleines. Il a partagé le lien dans le chat si ça t'intéresse, si ça vous intéresse. Ah ouais, je vais regarder, ça m'intéresse bien sûr, c'est toujours intéressant. Alors, on a sinon Lionel et Giffereux qui ont une question sur les particules du vent solaire. Oui. Giffereux qui te demande ce que deviennent les particules une fois qu'elles ont interagi avec l'atmosphère de la Terre. Une fois qu'elles sont engouffrées dans le champ magnétique de la Terre, elles interagissent avec l'atmosphère, c'est pour ça qu'on voit les aurores, mais qu'est-ce que ça se transforme en quoi en fait ces particules? Peut-être tu peux nous expliquer un peu plus le processus d'émission de la lumière des aurores boréales. Et deuxième question que je te donne en même temps, c'est Lionel qui te demande si dans les éruptions solaires, il y a toujours le même ratio de protons et d'ions ou d'électrons. Et est-ce que ça aussi, avec les différents gaz de l'atmosphère, ça peut changer la luminosité ou la couleur ou l'aspect des aurores boréales? Alors, je vais commencer par le vent solaire. Pour la composition du vent solaire, elle est assez stable en fait.
Euh, En gros, le vent solaire est neutre, donc il y a autant de protons, il y a autant de particules positives que d'électrons. Alors en fait, dans les particules positives, il y a des protons, il y a quelques particules alpha en fait qui sont des noyaux de l'atome hélium, donc deux protons, deux neutrons ensemble. Donc la composition change assez peu. Par contre, la densité du vent solaire, elle change beaucoup. L'agitation du vent solaire change beaucoup. Le champ magnétique du vent solaire, lui aussi, change beaucoup. Il est lié à la dynamique du vent solaire. Et donc, ce sont ces éléments-là qui sont dynamiques et qui vont changer la couleur, la façon dont les aurores boréales se produisent et leur localisation. Donc ça, c'est vraiment ces éléments dynamiques qui sont très importants. Ensuite, une fois que les particules arrivent dans l'atmosphère, elles sont absorbées par l'atmosphère. Alors, bien évidemment, il y en a quelques-unes qui remontent, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on génère des systèmes de courant et il faut en général les fermer. Et donc, on peut avoir des systèmes de particules qui remontent parce qu'il y a des champs électriques qui font remonter certains types, des particules positives ou négatives selon les cas. Donc, ce sont des systèmes dynamiques assez complexes à étudier. D'ailleurs, on essaye de bien comprendre ça, comment ça descend, comment ça remonte, etc. Mais dans l'ensemble, elles sont absorbées par l'atmosphère. Voilà, elles viennent s'écraser dans l'atmosphère et elles sont absorbées. Et typiquement, pour les particules qui créent les aurores boréales, ça descend jusqu'à 90 km. Les particules plus énergétiques peuvent descendre un peu plus bas. Mais voilà, il faut vraiment des particules extrêmement énergétiques pour que ça arrive à perturber, par exemple, l'aviation civile, à arriver à typiquement 10 km d'altitude. Et puis quand on a quelques électrons qui viennent du vent solaire, qui viennent se mélanger aux milliards d'électrons de tous les atomes de l'atmosphère, ça fait pas une grosse différence. Ils finissent par se noyer dans tous les électrons de tous les atomes de l'atmosphère. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est complètement. C'est des portions qui sont petites par rapport à la quantité d'atmosphère qu'il y a. Faut bien avoir en tête que voilà, on parle de quantités gigantesques au sol. La densité de l'atmosphère au sol, donc si vous prenez quelque chose qui fait un peu plus de 20 litres et que vous le remplissez d'air à la pression habituelle, donc vous avez, alors pour ceux qui connaissent, 10 puissance 23 particules, donc c'est des milliards de milliards de milliards, enfin c'est absolument gigantesque comme nombre. À haute altitude, on en a déjà beaucoup moins, donc on en a perdu des quantités. Donc ce qu'on récupère dans la haute atmosphère, en plus il y en a qui échappent aussi, dans l'équilibre ça change vraiment rien, ça change pas grand-chose. Par contre, elles peuvent induire des perturbations. D'accord. Juste, je te rajoute la question de Lionel, juste maintenant, là, qui te demande si la forme de drapé, c'est lié à la dynamique de ces vents ou si c'est plutôt les lignes de champ magnétique de la Terre qui sont suivies comme ça. Pourquoi est-ce que ça fait des drapés comme ça? Alors, c'est très complexe. En fait, entre le vent solaire et ce qui se passe dans l'atmosphère, il y a toute la partie magnétosphérique, donc toute la dynamique des particules dans la magnétosphère. Et alors là, c'est une dynamique qui est complexe. Vraiment, elle est extrêmement complexe. Il y a énormément de gens qui l'étudient d'ailleurs, et c'est vraiment une dynamique très intéressante. On va dire que c'est un mix de la dynamique dans le vent solaire, de ce qui se passe dans la magnétosphère, avec la Terre peut-être dans des configurations particulières, etc. Et puis la façon dont ça arrive dans l'atmosphère, effectivement ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, donc c'est très très complexe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de l'étudier, parce que on n'arrive pas encore à comment dire, on n'arrive pas encore à prévoir avec une finesse suffisante, eh bien déjà s'il y en a beaucoup ou peu ou pas assez, etc. Donc il y a tout un travail à faire pour arriver à prévoir ça. Et alors avant d'arriver à prévoir la dynamique de ces drapés, justement, il y a encore pas mal de boulot, on n'y est pas. Ouais. Alors après, ces drapés, oui, ils sont dus à des structures magnétiques. Ce sont des structures magnétiques qui créent ces drapés liées à l'interaction du champ magnétique dû à ces particules et du champ magnétique terrestre. Donc pour l'instant, on n'en est pas à cette finesse-là. Déjà, si on comprend le phénomène dans sa globalité, c'est déjà pas mal.
Oui. Alors après, on essaye. Il y a des gens qui font ce qu'ils appellent les micro-échelles et ils essayent de prévoir ça. Alors je vois que dans le chat, quelqu'un dit oui, c'est l'hydromagnéto-hydrodynamique. C'est exactement ça. C'est de la magnéto-hydrodynamique. Avec les complexités, avec les complexités qu'il y a avec cette science là, parce que l'hydrodynamique, donc vous imaginez les liquides, c'est déjà compliqué à étudier. On rajoute des particules chargées là-dedans, c'est encore plus effroyable. Et donc, effectivement, on a du mal à prévoir cette finesse-là. On essaye déjà de faire ça de manière globale. Et puis, on affine. Et il y a plein de collègues chercheurs qui bossent là-dessus, quoi. Juste du coup, pour préciser, la magnéto-hydrodynamique, c'est qu'on va étudier des fluides hydrodynamiques en mouvement. Ouais. Et avec du champ magnétique en plus. Donc, on rajoute quand même beaucoup de difficultés. Ah, mais oui. on n'a pas le choix dans ton domaine. Voilà, ça couple les non-linéarités, c'est assez effroyable. Pierre, j'ai beaucoup de questions importantes avant la fin. Je voulais juste rappeler, voilà, il nous reste 10 minutes, donc si on a beaucoup de questions, on va peut-être essayer de faire des réponses assez courtes pour arriver à toutes les faire. D'accord. Dis-nous tout. Alors, prochain paquet de questions par Zeus Lucky, Lilian, je crois, et Lionel. Alors, il y a plusieurs petites questions, je te les donne une par une et puis tu feras la réponse que tu veux avec. Donc Lilian te demande, est-ce que les aurores boréales sont impactées par le changement climatique? Est-ce que le changement climatique va changer l'aspect des aurores boréales? Donc les interactions entre le vent solaire qui arrive et les gaz qui est dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y a un gyroscope intégré dans ton CubeSat pour gérer la position, ou est-ce que c'est trop petit pour qu'il y en ait un à l'intérieur? Et ensuite, on a pareil Lilian, mais avec Lionel, qui te demande s'il existe des travaux pour essayer de reproduire des aurores expérimentalement. Et Lilian vend la mèche en parlant de Planéterella. Oui, alors voilà. Bon, alors les 3 premières questions. Alors je vais prendre la première sur le climat. Alors en fait, ça a été une question très importante. On s'est demandé effectivement si les variations de l'activité solaire avaient un impact sur le climat. D'autant plus, et ça fera rebond avec ce qu'on disait avant, qu'il y avait de légères corrélations. Il semblait qu'il y ait des corrélations. Alors des collègues ont beaucoup travaillé là-dessus. Et oui, ils ont trouvé un lien, mais il est très très faible. C'est-à-dire que dans le dernier rapport du GIEC, ils ont quantifié ce lien entre le climat et l'activité solaire, et ils se sont rendus compte que ça dépassait pas quelques pourcents, 2% typiquement, du forçage global. Et donc, c'est un effet qui existe, mais qui est tout petit. Et donc, qui ne peut pas à lui seul expliquer les variations du climat qu'on voit actuellement. Donc, voilà, il y a un effet qui existe, mais il est très faible, il est encore assez mal compris. Mais bon, il reste extrêmement faible, quoi. Voilà. Et donc, quelque part, ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas expliquer les variations actuelles du climat. D'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était sur le satellite, sur les systèmes d'orientation sur les satellites et sur les gyroscopes. Alors oui, on a des gyros. En fait, les gyros, ils vont permettre de savoir quels sont les mouvements dans le satellite. Et ensuite, on a des actionneurs. Alors, il y a plusieurs types d'actionneurs dans les satellites. Il y a des actionneurs magnétiques. Ces actionneurs magnétiques sont des bobines qui vont générer dans le satellite un champ magnétique, des bobines qui sont sur 3 axes. Et pour le coup, le satellite va s'aligner avec le champ magnétique de la Terre. Donc ça, oui, c'est tout à fait possible. On peut avoir des tout petits gyros. Alors bien sûr, ils sont moins précis que les gros. Hein. On fait avec ce qu'on a. Mais oui, il y a des gyros, il y a des actionneurs. Le type d'actionneur supplémentaire qu'on peut avoir, si on veut être plus précis que uniquement l'orientation magnétique, c'est de mettre des roues à inertie. En fait, ça vient du fait que si vous voulez tourner sur la gauche, il va falloir que vous poussiez un peu sur le pied droit. Et là, il y a pas le sol pour faire la réaction du satellite. Et donc, si on fait tourner une roue dans un sens dans le satellite va se mettre à tourner dans l'autre sens. Et donc, on peut comme ça gérer l'orientation du satellite avec des roues. Alors là, dans ce satellite, dans celui-là, il n'y a que des actionneurs magnétiques. Voilà. Et la troisième question, je l'ai perdue. Est-ce qu'on peut simuler sur Terre des aurores? Oui. Alors oui, on peut simuler sur Terre des aurores. Alors en fait, à l'origine, il y a un physicien norvégien au début du XXe siècle, Birkeland,
qui a fait un simulateur d'aurore qui s'appelait la Terrella. Et ce simulateur d'aurore a permis effectivement de voir quelque chose qui ressemblait à des aurores boréales. Alors, il a tiré beaucoup d'explications de cette expérience. Il faut s'imaginer, il fallait faire le vide dans une enceinte, les pompes, enfin, c'était vraiment une manip assez importante, ça prenait une pièce entière, les pompes étaient énormes à l'époque. Et avec un collègue, Jean Lindenstein, c'est surtout lui qui a été d'ailleurs à la manœuvre là-dessus, on a, il y a quelques années, démarré une amélioration de cette expérience. Et cette amélioration de cette expérience, on l'a appelée la Planeterella parce qu'on a mis 2 sphères pour éventuellement simuler ce qui peut se passer sur une autre planète ou avec une planète et un satellite, etc. Donc on a des configurations qui sont un peu plus larges que ce qu'avait fait Birkeland. Mais oui, on peut simuler. Alors, sur les photos que vous voyez là, vous constaterez que les couleurs sont quand même différentes. Donc on peut simuler, mais c'est pas tout à fait pareil. On n'a pas tout à fait les mêmes conditions de pression. Les couleurs sont différentes et donc on a un simulateur qui est très très beau. Alors vous pourrez le voir. Hein, il y a des visites qui sont organisées. Je crois qu'il y en a. La Planeterella vient de temps en temps aux planètes de Vaux-en-Velin. Donc c'est une très très belle manip en fait. Tout à fait, et ça permet de simuler tout un tas de configurations magnétiques autour de tout un tas de planètes, pas forcément la Terre, et les effets visuels sont quand même assez fous, quoi, de voir comme ça devant ses yeux des aurores s'allumer autour de simulacres de planètes. C'est pour le grand public en tout cas, d'un point de vue pédagogique, mais même purement visuel, c'est vraiment très joli. Oui, j'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet-là, pardon. Vas-y. Juste, un thésard, il y a quelques années, s'est amusé à mettre du CO2 dans l'enceinte de la Planeterella, en se disant, tiens, ça ressemblera peut-être à ce qu'on pourrait voir sur Mars. Et on a vu un bleu absolument magnifique, un bleu nuit profond, c'était somptueux. Et donc, pour le coup, on a fait des études après, on a effectivement trouvé que ce bleu, lorsqu'on était à la surface de Mars, dans certaines conditions, pouvait être visible à l'œil nu, si jamais il y avait quelqu'un sur Mars. Et donc, c'était une très très belle manip et c'est une très belle étude qu'on a faite à partir de la Planeterella. J'ai une question sur les lignes de champ magnétique de la Terre. J'en ai 2. Tracker d'aurore, donc Jean-Marc, qui s'appelle Jean-Marc, 50 ans, et Nina Clem, qui s'appelle Clément, je crois. Clément ou Clémence, je ne sais plus. Excuse-moi, Nina Clem, je ne me souviens plus. Clément, 6 ans. Ah bah oui, c'est important. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une inversion des pôles magnétiques de la Terre? Et la question de tracker d'aurore est la suivante. Le programme Thémis avait pour but de trouver le point de reconnexion du champ magnétique de la Terre. Et il te demande si tu as des informations là-dessus. Et il nous reste 2 minutes. Ça va être le défi. Alors, je vais répondre très rapidement à Clément. Oui. Il y a eu dans les temps historiques des inversions du champ magnétique. Elles ont été gelées dans les roches et donc on sait les reconstituer. Donc oui, le champ magnétique de la Terre s'inverse. Alors c'est pas périodique, ça se produit de manière assez aléatoire, typiquement tous les 500 000, 700 000 ans à peu près. Et donc oui, ça s'inverse et ça influe bien sûr au moment de l'inversion sur les aurores boréales. Alors après, sur la question plus technique, sur la question des reconnexions sur la Terre, en fait, c'est une question qui est très complexe et qui est très très variable. C'est-à-dire que les reconnexions dans la magnétosphère de la Terre dépendent de la configuration du champ magnétique du vent solaire. C'est-à-dire que le champ magnétique du vent solaire, il est dynamique, comme je disais tout à l'heure, il peut s'inverser. Et alors, il y a un cas qui est très intéressant, c'est lorsque le champ magnétique de la Terre s'inverse et normalement, il est orienté au nord et il passe au sud. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des reconnexions à l'avant de la magnétosphère et ça fait des aurores assez particulières qui se produisent à certaines heures où on n'a pas l'habitude d'en voir. Ce qu'on appelle en anglais les Deeside aurora, donc les aurores côté jour. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, par exemple, quand on est au Spitzberg en plein hiver, et ben, même à midi, il fait nuit. Et donc, on peut voir des aurores côté jour, entre guillemets. Donc voilà, les études sur les reconnexions, c'est des études vraiment très importantes qui sont vraiment pas évidentes. Donc voilà, je vais pas donner plus de détails. Je peux peut-être juste explique le mot reconnexion, peut-être.
explique peut-être Alors, la justement notion de reconnexion. reconnexion, c'est lorsque deux champs magnétiques, imaginez que vous rapprochez deux aimants, il y a les lignes de champ qui sont liées à un des aimants et les lignes de champ qui sont liées à l'autre aimant qui vont se reconnecter entre elles pour donner une nouvelle configuration magnétique. Essayons de rester simple dans les mots. Ouais, ça reste un phénomène extraordinairement complexe. Là-dedans, Oui. on est d'accord que là, on touche vraiment des choses extraordinairement pointues qui Oui. sont encore d'ailleurs activement étudiées au sol et dans l'espace. Oui, la notion Genre, même de reconnexion est contestée par certains collègues. Les, Bah les voilà, gens dans c'est le ça. chat te disent clairement qu'ils voulaient 2 heures et pas 1 heure. Hein, donc, Et mais il y a l'apéro après, donc on peut pas. c'est Voilà. ça. Il faut contenter tout le monde. Tu avais une dernière question, Camille? Oui, j'ai la question de conclusion, sauf si toi tu as un truc à dire avant, Pierre. Non, je t'en prie. Donc c'est Anne Budd qui a décroché la palme de la question de conclusion. Ça s'est produit un quart d'heure avant la fin. On a des gens qui ont eu la question de conclusion une demi-heure avant la fin, donc bravo quand même Anne. Tu as quand même réussi à trouver la question de conclusion. C'est toujours une question qui est une ouverture du domaine vers autre chose. Et j'ai trouvé ça intéressant. En reformulant sa question, elle te demande, est-ce qu'un jour on saura, avec tous ces travaux que vous faites sur les aurores boréales et puis peut-être des confrères sur le vent solaire, sur les éruptions solaires, etc., est-ce qu'on aura un jour à la télé une météo du vent solaire pour savoir quand et comment se protéger, sachant que, comme tu le dis, on va avoir de plus en plus de systèmes électriques cruciaux. Est-ce qu'un jour on aura, comme le système de défense anti-astéroïdes qui est en train de se mettre en place, est-ce qu'on aura aussi un système de défense anti-éruption solaire, Quand on etc. ira de plus en plus régulièrement des allers-retours sur la Lune, effectivement, il faudra le savoir. Voilà. Ça. Est-ce que ton travail Oui. peut permettre de mettre ça en place? Est-ce qu'il y a des solutions envisageables? Bah, on y travaille activement, oui, effectivement. Ça fait partie vraiment des choses qui se développent. On a des congrès de météorologie de l'espace, il y a des sociétés qui commencent à travailler dessus. Donc oui, on va avoir effectivement des systèmes prévisionnels. Alors, comme c'est sur les systèmes technologiques, pour l'instant, c'est pas encore trop grand public. Mais il y a tout un tas d'acteurs qui sont intéressés. Donc, tous les opérateurs radio, je parlais des radioamateurs. Les radioamateurs sont extrêmement intéressés par les questions de météo de l'espace et liées aux aurores boréales. Les opérateurs électriques, EDF en France, Hydro-Québec au Canada, etc. Donc oui, il y a des systèmes prévisionnels, il y a des systèmes de surveillance. La NOAA aux États-Unis, les Belges ont un système qui est très très performant, qui s'appelle le STCE. Et donc oui, on aura ça. Et peut-être que dans quelques années, voilà, on vous dira à la fin de la météo, on vous dira sauvegardez vos données parce que il va peut-être y avoir une éruption solaire assez forte. C'est possible, oui, c'est pas impossible. Et j'avais entendu parler aussi, tu sais, de la terraformation de Mars. Il n'y a pas de champ magnétique sur Mars, en tout cas pas digne de ce nom. Et si on va dessus, on aura des petits soucis. Des gens qui disaient il faut mettre un aimant sur le point de Lagrange entre Mars et le Soleil, un aimant géant pour recréer un champ magnétique. Alors, est-ce que c'est un projet de science-fiction dans 10 000 ans ou est-ce que c'est pas si bête que ça? Alors oui, c'est un projet de science-fiction parce qu'avant d'arriver à créer un aimant assez grand pour pouvoir protéger une planète au sens de la protection, la notion de protection d'une planète avec un champ magnétique, c'est quelque chose d'assez complexe, mais oui, c'est de la science-fiction, mais c'est assez rigolo comme idée, j'aime bien. On a de la marge. Bien, eh bien, j'avais vu ça, mais c'était rigolo. On arrive du coup à la fin de notre rendez-vous. Comme d'habitude, je voudrais te remercier, Mathieu. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous en avoir montré et appris autant sur ces phénomènes fabuleux que sont les aurores. Et puis éventuellement, effectivement, pour les personnes qui le voudraient, n'hésitez pas à aller voir à Grenoble sur des périodes comme la fête de la science, par exemple. Il y a des choses qui se font à Lyon, bien évidemment, mais Grenoble, c'est juste à 1 heure de route d'ici. Et on peut, je crois, vous ressortez La Planétaire est là régulièrement lors de ces événements. Vous faites des portes ouvertes de vos instituts. Donc tout ça peut être visité, on peut te rencontrer, te voir. Et la science fait partie de vous, elle s'ouvre à vous, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi, quoi. Ah oui, tout à fait, oui, vraiment, n'hésitez pas à venir dans des événements type Fête de la Science. On parle souvent des aurores boréales. C'est un très bon moyen de
d'attirer les gens vers la science et d'attirer les gens vers voilà ces phénomènes qui sont quand même absolument magiques et voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a un site de la NASA qui donne le cercle auroral en direct avec les risques d'aurore jusqu'en France. Je ne sais plus comment il s'appelle. Eh bien, tu as 1 minute pour le trouver et le mettre, le temps que je remercie tout le monde. Donc, je remercie évidemment Mathieu, Barthélémy d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à vous, public. Merci à toi, le chat, d'être là toujours avec toujours autant d'enthousiasme. Merci à toi, Camille. Merci au Planétarium de Vaux-en-Velin d'organiser tout ça. Et puis, juste avant de se quitter, eh bien, comme d'habitude, je vous donne le nom de notre prochain invité qui viendra donc mercredi prochain, pareil, de 18h à 19h. Eh bien, ce sera Julien Milly. Et Julien, lui, alors, voilà, tu le connais. On va prendre un petit peu de hauteur, on va quitter la Terre et le système solaire, et Julien viendra nous parler des disques protoplanétaires, donc de ces disques de gaz et de poussière dans lesquels d'autres planètes sont actuellement en train de se former. Il y a une actualité passionnante qui se fait en ce moment là-dessus, mais on ne vous en parle pas aujourd'hui, on en parlera la prochaine fois. Si tu veux suivre notre prochain rendez-vous, Mathieu, n'hésite pas, hein, si tu veux. Ouais, ça doit pouvoir être intéressant. Ouais. Voilà, donc rendez-vous ce mercredi prochain avec Julien Milly pour parler disques et exoplanètes. Merci à tous et bonne continuation et restez curieux. Au revoir. Un petit message de fin, comme d'habitude, c'est que s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, gardez-les pour la prochaine fois. Et j'ai mis le lien vers le site de la NOAA, c'était pas la NASA, c'était la NOAA, pour les aurores boréales. Voilà, merci Mathieu, et je crois que tout le monde en redemande, donc tu as déjà. Parfait. À bientôt, au revoir. Au revoir à tous.